Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une histoire française, une histoire sur laquelle je suis tombée en faisant des recherches sur les histoires anciennes. C'est une histoire qui a été connue au moment où elle a eu lieu en France, du côté de Nancy. Je vous laisse donc découvrir ce fait divers. Nous allons donc parler aujourd'hui de l'histoire de l'affaire du curé de Luruf. Je vais commencer par vous parler tout simplement de Guy et on va suivre son parcours. Guy Desnoyers voit le jour le 24 février 1920 dans une famille aisée et très croyante. Sa vie est donc déjà presque toute tracée. Sa grand-mère maternelle voue une espèce de culte à avoir un petit-fils prêtre. Il est déjà positionné sur la voie de la prêtrise dès le début en fait. Il réalise donc ses études de prêtrise. On dit que c'est un bon gosse, que malgré son jeune âge, Guy est quand même très porté sur la jante féminine, donc c'est ce qui pourrait lui porter atteinte, mais que sinon c'est plutôt un brave type en fait. Il réalise d'abord ses études à Beaucerville, puis à Villiers-les-Nancy. Durant la Seconde Guerre mondiale, il sera réquisitionné pour travailler dans une usine à Neuve-Maisons, sous la direction allemande. Il aidera des prisonniers français à s'évader grâce à son oncle Émile qui a une maison, et donc il les fera passer en douce pour qu'ils puissent s'évader. Voilà, moi je vous relate simplement les faits, ça n'a pas vraiment grand chose à voir avec l'histoire dont je vais vous parler ensuite, mais c'est simplement sa vie. À la fin de la guerre, il termine donc sa prêtrise en 1946. Il sera premièrement affecté en tant que vicaire et son responsable, l'abbé Klein, se rend compte que le petit Guy préfère jouer au basket plutôt que de réaliser ses tâches ou d'étudier. Disons que pour lui, à mon avis, c'était pas vraiment la voie qu'il souhaitait emprunter, mais bon, il l'a prise puisque, comme je vous l'ai dit, dès le départ, on l'a poussé dedans. Vient alors ses 26 ans, à ce moment-là il est encore vierge et il entretient cette fois-ci sa première liaison avec une certaine Madeleine qui l'entretiendra pendant un certain temps. Ses supérieurs vont se rendre compte de cette liaison et il sera donc muté encore une fois comme vicaire mais cette fois-ci dans la ville de Réon. L'histoire raconte également qu'il avait d'autres liaisons, donc comme je vous l'ai dit il était vraiment porté sur la jante féminine et il a eu plusieurs conquêtes à son actif à ce moment-là. Et d'ailleurs durant toute sa vie en fait. Les oui-dire diront qu'il a eu une liaison avec une veuve qui avait beaucoup d'argent, qui a donc donné près de 150 000 francs à l'église afin qu'elle puisse rénover son toit et également que le prêtre puisse avoir une voiture. À ce moment-là, il a encore son aventure avec Madeleine, voilà, puisqu'il n'a pas été muté très loin et il entretiendra cette liaison pendant près de 10 ans. En juillet 1950, il débutera pour la première fois une prêtrise dans la paroisse de la ville de Luruf. C'est un prêtre impliqué et plutôt très apprécié dans la ville, malgré que les avis soient mitigés, puisque en fait les plus jeunes diront que c'est un prêtre qui est de son temps et qui fait des choses nouvelles un petit peu, et puis les plus âgés seront un peu mitigés par rapport à son comportement. Il montera même une équipe de football pour les plus jeunes au sein de sa paroisse. C'est, on va dire, à ce moment-là un prêtre 2.0, même si en 1900 je suis pas sûre que c'était 2.0. En décembre 1953, Guy aura un premier enfant d'une liaison avec une certaine Michèle Léonard. Elle a eu un enfant à 15 ans. Il a eu cette liaison très tôt et très jeune avec cette personne. Michèle ayant donc honte de cette liaison et de cet enfant, elle décidera d'accoucher à l'écart de sa ville natale et également de donner son enfant à l'État pour qu'il puisse garder l'anonymat, donc que Guy n'ait pas à subir les conséquences de cette liaison et que Michèle puisse continuer sa vie, parce que si vous voulez, même à ce moment-là, à 15 ans, je ne suis pas sûre qu'elle souhaitait avoir un enfant tout de suite. L'évêque de Nancy, Marc Armand Lallier, apprendra donc cette liaison et décidera de venir parler à Guy pour obtenir tout simplement plus d'informations. Bon, parce que il y a les oui-dire et il y a les faits. Guy se retrouvera complètement coincé et pris au dépourvu par son supérieur. Il suppliera son supérieur de le croire, que ce n'est pas lui, qu'il n'a pas eu de liaison et qu'il est totalement innocent. Donc Marc Armand décidera de le croire et de le pardonner puisqu'il a été touché par son histoire. Complètement tourmenté par ses histoires, ses mensonges et tout ce qui est en train de se créer autour de lui, Guy sera vraiment absent de sa paroisse et délaissera vraiment son peuple. Donc ça se verra, voilà.
à ce moment-là et puis il décidera un peu de se reprendre, mais c'est vrai qu'avec tout ça, tout le bruit, toutes les rumeurs qui courent autour de lui, ça lui mettra un coup au moral. En même temps, il le cherche un petit peu, à vrai dire. Tu trempes pas ton biscuit partout si tu veux pas avoir de conséquences, désolé. Même si les capotes à ce moment-là, c'était pas non plus spécialement le truc que tu utilisais tout le temps. En 1956, il entamera une relation avec Régine Fay, qui elle est âgée de 19 ans, donc encore une fois une très jeune femme. Donc lui, à ce moment-là, il a 36-37 ans. Elle est ouvrière à la verrerie de Vannes-les-Châtels. Ils se rencontrent lors d'une des activités de la paroisse, une activité de théâtre. Évidemment, vu l'époque, on se protège pas tellement et arrive ce qui devait arriver, elle tombe enceinte. Donc c'est encore un nouveau coup pour Guy, puisque lui, il fait tous ses petits trucs en cachette, mais pour le coup, dès qu'il y a un bébé qui rentre en compte, ça met tout son micmac aux yeux de tout le monde, si vous voulez. Toutes ces liaisons sont découvertes à ce moment-là. Cette fois-ci, c'est encore très compliqué pour Guy, et il trouve un méga mensonge pour se justifier. Donc il convaincra le père de la jeune femme que c'est en fait un homme qui était son amant, qui l'a violée, qui l'a mis enceinte, et qui ensuite est reparti pour la guerre d'Algérie. D'accord, ok. Donc d'accord, on part sur un prêtre sacrément queutard et mytho, donc voilà. Il dira également publiquement à sa paroisse qu'il dénonce tout à fait ce qu'a fait le jeune homme. Régine, elle, promet de garder ça secret pour qu'elle puisse vivre tranquillement et que Guy également puisse vivre tranquillement. Donc elle dit à son amant qu'elle garde ça secret. Le 3 décembre 1956, donc très peu de temps avant la date de son accouchement, quelques semaines avant la date, Régine montera en voiture avec Guy, puisqu'il lui a demandé de venir. Alors je sais pas exactement pourquoi, mais en gros il lui a demandé de venir. Et Guy, lui, est complètement paniqué. En fait, ça lui est déjà arrivé précédemment, on lui a pardonné, donc peut-être qu'un deuxième bébé, c'est pas sûr qu'on lui pardonne, sachant que Régine ne veut pas confier son enfant à l'État, elle ne veut pas l'abandonner et elle ne veut pas non plus avorter. Donc lui, Guy, il est complètement paumé, il sait pas du tout quoi faire et il a qu'une seule envie, c'est juste que personne ne soit au courant de cette histoire. Il emmène donc Régine sur les routes qui sont un peu éloignées, vers Pagny-la-Blanche-Côte. Il stoppe la 4CV près d'un bosquet et là, il commence à discuter avec Régine. Il lui propose l'absolution, il lui propose d'avorter, d'abandonner son enfant. Enfin, il essaye de lui proposer des solutions, lui, qui lui semblent logiques, pour pas le mettre clairement dans la... Voilà, pour parler franchement. Pour pas que tout le monde apprenne qu'il couche à droite à gauche. Elle, Régine, elle est pas du tout d'accord avec ça. Elle veut pas du tout abandonner son enfant et elle a vraiment envie de le garder, de construire sa famille en fait. Elle trouve qu'il commence à devenir très bizarre, donc elle s'éloigne et elle descend de la voiture et elle commence à partir. Guy, lui, il devient fou. Il pète un câble littéralement, il attrape son 6,5 mm et il le pointe à bout portant sur la tête de la jeune femme. Il tire 3 coups, la jeune femme s'écroule et tombe raide morte. Attention, sachez que ce que je vais dire par la suite peut choquer un public non averti et peut surtout choquer, si vous êtes sensible, je vous conseille de ne pas écouter la suite et de passer directement au procès. La femme est donc au sol, mais le nourrisson, lui, est actuellement en vie. Enfin, c'est ce que dira l'autopsie. Ne pas éveiller les soupçons sur lui, Guy prend un couteau et ouvre le ventre de la jeune femme. Ensuite, il sortira l'enfant, le baptisera pour ne pas qu'il tombe dans les limbes. Il tuera l'enfant, qui était donc une petite fille, et pour ne pas qu'on reconnaisse que c'est son enfant, il ira jusqu'à défigurer la petite. Donc à lui mettre des coups de couteau sur le visage pour vraiment pas qu'on la reconnaisse en fait. Pour terminer, il jette les 2 corps dans le fossé. Tout ça se passait dans la soirée et puis... Voilà, c'est un petit village à vrai dire et les parents de Régine commencent à s'inquiéter quand même parce qu'il se fait tard, elle n'est toujours pas revenue et ils n'ont toujours pas de nouvelles. Ils commencent à prévenir le curé, ils commencent à prévenir le maire pour que les gens puissent venir aider à, je sais pas, chercher, peut-être qu'elle s'est perdue. Il faut vous dire aussi que la femme, enfin cette femme, est quand même enceinte de 8 mois donc potentiellement elle peut faire des malaises, elle peut accoucher à tout moment, enfin elle peut être dans le besoin. Aux alentours d'1h du matin, Guy qui participe aux fouilles montrera le fossé où il a plutôt lancé les 2 corps et dira qu'il a retrouvé la jeune femme avec son enfant. On retrouvera donc les 2 corps, s'en suivra une autopsie et puis on soupçonne direct le curé parce qu'en fait si vous voulez, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à ce moment-là. C'est une personne qui est très portée sur la gente féminine, il a beaucoup de liaisons. Comme par hasard juste avant, on avait un petit peu dit que c'était lui qui allait être le père de l'enfant. Et puis il y a aussi une amie de Régine qui dira qu'elle lui avait confié qu'en fait c'était Guy Desnoyers, le père de l'enfant, donc le prêtre. On retrouvera aussi une douille
de 6,5 mm qui correspond à l'arme pour laquelle il a un droit de port d'armes. Ça fait beaucoup de coïncidences. Guy sera mis en garde à vue et il niera et puis au bout de 48 heures, il finira par avouer que c'est bien lui qui a commis le meurtre, les deux meurtres. L'affaire fera beaucoup de bruit, notamment au niveau de cette période des fêtes, puisqu'on arrive au niveau de Noël et tout ça. Donc elle fera beaucoup de bruit. Et l'église s'excusera aussi publiquement pour tout ça en fait, puisque lui représentait quand même l'église. Le procès. La France sera totalement choquée des deux meurtres qui ont été commis. C'est d'une barbarie et d'une cruauté sans nom, on va pas se mentir, parce que se déchaîner sur un presque nouveau-né, c'est horrible, vraiment. Le procès débute donc le 24 janvier 1958, un an après les faits, à la cour d'assises de Nancy. La foule est venue nombreuse. Elle attend devant et souhaite vraiment que le prêtre obtienne la peine de mort. Après 1h40 de délibération et un procès qui dure 2 jours, les jurés rendent le verdict. Il échappera de très peu à la peine de mort, sous prétexte qu'il avait des circonstances atténuantes. Il sera donc condamné à perpétuité et également à réaliser des travaux d'intérêt généraux. Pour terminer, il sera incarcéré pendant 22 ans et deviendra le prisonnier le plus vieux de France. On décidera donc de le libérer pour qu'il puisse terminer sa vie, on va dire. Il obtiendra la liberté conditionnelle. Il se retirera dans l'abbaye de Sainte-Anne de Kerjonan à Plouarnel. Il y mourra le 21 avril 2010 à l'âge de 90 ans. Dans le village de Luruf, la tombe de son ancienne amante porte encore un message plein de souvenirs. Ici repose Faye Régine, tuée le 3 décembre 1956 par le curé de la paroisse à l'âge de 19 ans. C'est un message qui était vraiment fort pour eux parce que l'église leur a demandé de nombreuses fois de l'enlever et la famille n'a pas souhaité le faire. On termine donc cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire ou à venir me contacter directement sur les réseaux. On se retrouve bientôt pour le jeu concours dont je vous ai parlé, mais il débutera qu'en décembre. Voilà, sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Bye!